Bonjour à tous, au titre du troisième cours, cette vidéo de complément qui répondra à vos différentes questions sur, dans un premier temps, la mise en œuvre du diagnostic permanent d'un système d'assainissement et sur certains points qui sortent du cadre du diagnostic permanent mais qui resteront sur on va dire plutôt l'exploitation d'un système d'assainissement. Alors je vais tout simplement prendre quelques questions dans l'ordre où elles ont été posées, hein. Alors, on parle d'inspection télévisuelle et j'ai l'impression que ça n'a pas été toujours très clair pour tout le monde. En fait, quand on parle d'inspection télévisuelle, rien à voir avec des caméras de surveillance, hein. C'est juste qu'en fait, on envoie une caméra dans le réseau. Voilà, donc en cherchant sur Google, on voit un peu le type de caméra. Donc c'est une caméra sur roue et qui éclaire. Et en fait, ça, c'est une technique qui est adaptée aux canalisations non visitables. D'ailleurs, si on se réfère au guide de gestion patrimoniale de l'AST, on voit qu'en fait, donc, il y a des techniques adaptées aux différentes tailles de canalisation. Donc effectivement, l'inspection télévisuelle est citée. Et là, vous voyez des résultats d'images, par exemple. Donc là, on voit par exemple une pénétration racinaire dans le réseau. Là, sur cette autre image, on voit que c'est une sorte de câble. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a eu des travaux et qu'on a tendu un câble de cuivre ou d'acier et qu'en fait on a fini par même percer la canalisation pour faire passer ce câble là. Donc voilà, des résultats d'inspection, mais dans le visitable, ces inspections, elles sont même, ça consiste à cheminer dedans. Donc là, on voit des égoutiers qui cheminent dans la canalisation. Ici, ils sont en train même de passer un radar. Donc l'imagerie radar permet un peu de voir ce qu'il y a derrière la paroi. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas le sol qui fait défaut derrière la paroi? Est-ce qu'il n'y a pas un creux? Est-ce que si c'est une vieille canalisation, vérifier par exemple si le béton est armé ou non. Et si on a vraiment un doute, parce que l'interprétation des images radar est quand même très compliquée, on peut même aller jusqu'à faire un carottage, ce qu'on voit là sur cette image. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien de ce guide dans le mail que je vous ai fait transmettre via Madame Lieberman. Alors, une deuxième question, je vais y répondre très vite, mais par contre je vais rester longtemps dessus pour l'élargir. Donc c'est quoi la plage de la page 13 du guide? Alors la plage en question, c'est une plage, voilà, une ville littorale, hein. C'est bien une plage de sable. Et en fait, la page 13, c'est une illustration du principe de la boucle de rétroaction. Alors, au-delà de cette réponse, j'aimerais revenir sur cette démarche-là. Donc le diagnostic permanent, vous l'avez compris, c'est basé sur le principe de la boucle de rétroaction. Cette boucle-là, en fait, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, nous, mais sans forcément le citer. C'est un peu comme le bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir. Je veux dire, quand on s'occupe de sa santé, quand on suit la scolarité de ses enfants à l'école, on fait du diagnostic permanent. Et justement, je vais illustrer cette notion de diagnostic permanent à travers ces deux notions. Alors bon, vous n'avez pas d'enfant, mais vous comprendrez quand même, puisque finalement l'école n'est pas si loin. Quand il y avait la réunion parents-prof et que vos parents rencontraient tous les profs, histoire géo, français, maths, vos parents, à ce moment-là, ils avaient vraiment une très bonne vision de votre scolarité. C'est-à-dire qu'ils voyaient les points forts et les points faibles. Maintenant, ils n'allaient pas attendre la prochaine réunion parents-prof dans un an pour faire le point sur ce qui avait amélioré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont fait cette réunion parents-prof avec vous, il y a des choses qui savent que ça se passe bien et ils ne vont pas forcément faire un gros suivi. Alors je sais pas, prendre un exemple, par exemple les maths ça se passe bien et il n'y a pas un gros suivi, ils vont se contenter de regarder votre note aux interros et dans le bulletin. Par contre, si par exemple le français ça se passe mal, alors ils vont mettre en place des actions. Et ces actions vont faire l'objet du coup d'indicateurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon en français, si tu as des difficultés en français, on va te faire plus lire. Alors je sais pas, on va définir que tu dois lire un livre par mois. Ou autrement dit, je sais pas, moi, 3 chapitres par semaine. Donc la mesure, ce sera lire plus. L'indicateur, c'est avoir lu au moins 3 chapitres d'un livre par semaine. Une autre action, ça peut être par exemple, je vais réviser les leçons de français avec toi. Et l'indicateur, c'est de dire, ben voilà, il faut au moins qu'on ait travaillé une fois par semaine ensemble le français. Et donc, dans l'idée, vous mettez en place des actions correctives
donner le goût de la lecture, lire plus, réviser plus souvent ensemble. Vous mettez en place des indicateurs pour être sûr que vous les avez bien faits, donc le nombre de chapitres lus par semaine, le nombre de fois qu'on a travaillé une leçon ensemble, et ça va permettre d'améliorer au fur et à mesure votre niveau en français. C'est un peu pareil pour la santé. La santé, vous allez voir de temps en temps le docteur, mais bon, en plus vous êtes jeune, donc j'imagine que vous allez une fois tous les 2-3 ans. Eh bien, une fois que vous avez vu le docteur, vous avez une bonne idée de votre santé. Mais après, s'il y a des choses à suivre, vous allez mettre en place des indicateurs quotidiens. Par exemple, je surveille mon poids, je me pèse une fois par semaine. Je me dis qu'une fois par mois, je vais faire un jogging et une fois par semaine, je sais pas, je fais un peu de renforcement musculaire à la maison. Tous les jours, je vais faire attention à ce que je mange. Est-ce que j'ai réussi à me limiter par rapport à ce qui est gras ou ce qui est sucré? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des moments où on fait euh, des bilans complets. Donc, si on revient à l'assainissement, c'est le moment du schéma directeur d'assainissement. Ce schéma directeur d'assainissement met en avant des points forts et des points faibles. Et bien, vis-à-vis des points faibles, on met en place des actions correctives avec des indicateurs qu'on suit de manière plus régulière. Et donc si je reviens à cette page 13, on a ici donc une ville littorale qui déverse trop souvent en mer. Donc identification, comment cette ville se rend compte du problème? Eh bien justement parce qu'elle a des espèces de macro-indicateurs, c'est-à-dire qu'elle déverse trop souvent, donc dans ces mesures on voit qu'il y a de l'eau qui va des égouts vers la mer à des moments où on ne devrait pas, et ça se traduit par des choses concrètes, par exemple le nombre de jours de fermeture de la plage. C'est-à-dire que si une ville est littorale, qu'elle est obligée de faire un suivi de la qualité des eaux pour ouvrir ses plages à la baignade, si elle se rend compte que trop souvent ces plages, elle est obligée de les fermer parce que la qualité n'est pas là, eh ben, elle doit se poser des questions. Petite parenthèse, on a choisi cet exemple-là aussi parce que ça parle à un maire, ça. Si on avait des choses des objectifs très environnementaux, est-ce qu'ils auraient adhéré autant? Là, c'est vrai que parler des jours de fermeture de la plage, qui est un enjeu économique, touristique, même voire d'image de la ville, voilà, c'était aussi une manière pour ce guide-là de les faire plus adhérer. Donc je referme la parenthèse. Donc voilà, on a un problème, on a des macro-indicateurs qui ont un problème. Dans un premier temps, il faut faire un diagnostic. Donc un diagnostic, c'est mettre en place des capteurs au déversoir pour voir si effectivement on déverse. Là, commencer à mesurer quelle quantité, voir où. Est-ce que c'est un déversement qui est général sur toute la ville ou est-ce que ça a des points particuliers? Évaluer plus les conséquences, dire que le problème qu'on a, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'il y a un vrai problème de pollution? Est-ce qu'il y a un problème de santé publique? Est-ce qu'il y a un problème sur la conchyliculture Donc ensuite, on va élaborer des scénarios d'amélioration. Sur quoi je dois travailler pour améliorer la situation? De la même manière, tout à l'heure, en français, sur quoi je dois travailler? Mon goût de la lecture, travailler mes leçons. Mais ici, voilà. D'une part, est-ce que je ne dois pas sensibiliser les particuliers pour qu'ils déconnectent plus volontiers leur parcelle privée et donc qu'il y ait moins d'eau pluviale partant pluie, désolé pour la palissade, et donc réduire les déversements. Voilà, ça peut être une piste, ça, par exemple, dire voilà, moi je vais travailler sur la déconnexion. C'est un scénario. Et ensuite, j'ai décidé de travailler sur la déconnexion. Comment je mets ça en œuvre? Je lance une opération de sensibilisation. Je fais des travaux de mesure, de mise en place d'instrumentation pour évaluer l'évolution de la situation par la mesure. Et je prépare un plan B au cas où mes mesures ne sont pas bonnes. Donc en gros, je fais de la sensibilisation, ça c'est une action. J'installe la métrologie, ça c'est plus la mise en œuvre des indicateurs pour pouvoir reboucler. C'est-à-dire qu'une fois que ma métrologie est en place, je peux revenir au premier item, l'état de lieu, c'est-à-dire la métrologie, va dire est-ce que j'ai déversé effectivement moins? Est-ce que j'ai moins de volume qui va vers la mer? Est-ce que j'ai moins de jours de fermeture de la plage? Et voilà, là la boucle est bouclée. Et des fois, il faut 3-4 fois le tour de la boucle pour vraiment avoir résolu le problème. Alors maintenant, on a une question sur les tests à la fumée. Donc qu'est-ce que sont les tests à la fumée? Alors, ils ont abordé un petit peu en cours, vous regardez, il y a un slide là-dessus. Donc les tests à la fumée,
il s'agit d'un diagnostic fonctionnel spécifique au réseau séparatif et même spécifique à la question d'avoir des eaux pluviales, des eaux de pluie dans le réseau EU d'un réseau séparatif. Donc comment on fait pour les détecter? Donc les tests à fumée, c'est un vrai travail de fourmi, je vais vous présenter ce que c'est. Donc il faut bien savoir qu'il y a des actions en amont, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une campagne de mesure sur des bassins versants sur le réseau EU, et on regarde par temps de pluie si on voit une réponse. Donc si on voit une réponse, c'est qu'effectivement il y a des mauvaises connexions, donc des gouttières, des avaloirs qui sont sur le réseau EU. Et donc grâce à cette campagne, on limite des bassins versants, on essaye de limiter ça au quartier, et une fois qu'on a ciblé le quartier où il y a le plus d'apports, on va faire un travail rue par rue, qui sont effectivement ces fameux tests à la fumée. Alors là, je vous ai sélectionné sur YouTube une vidéo de Haut-du-Ponant. Alors Haut-du-Ponant, c'est une... Alors déjà, ce sera intéressant, c'est une SPL, une société publique locale. Donc autrement dit, c'est une société privée dont les actionnaires sont uniquement publics. Là, en l'occurrence, c'est la ville de Brest, Plougastel, je ne sais plus quelle autre ville en Bretagne, qui sont actionnaires donc de cette entreprise et qui du coup exploitant des réseaux. Mais elle répond à des appels d'offres, elle peut répondre aux appels d'offres des villes qui sont actionnaires. Et donc bon, je ne veux pas vous me défier toute la vidéo, hein, vous pourrez aller la voir vous, hein, vous avez vu, Haut-du-Ponant, assainissement, les tests à la fumée, c'est facile à retrouver. Mais si je fais une synthèse, donc une équipe se déploie dans la rue avec une camionnette, et avec cette camionnette, il y a un générateur de fumée, un petit peu comme dans les spectacles. Voilà, donc là on voit le générateur de fumée et là on voit le conduit. Et donc là, la buse qui va émettre la fumée qu'on va remettre dans le réseau EU. Donc ils mettent, vous voyez ici on voit ils injectent donc la fumée dans le réseau EU. Et ce qui va se passer, c'est que s'il y a des mauvaises connexions, ça va ressortir par ces mauvaises connexions. Là par exemple, on voit qu'effectivement on a une grille à valoir où la fumée sort. Donc ils étaient dans le réseau EU, donc normalement une grille à valoir ne devrait pas y être connectée. Si j'injecte de la fumée dans le réseau EU et que la fumée ressort par la grille à valoir, c'est qu'il y a une connexion. Et donc ça veut dire que cette grille à valoir est mal raccordée. Et donc c'est une source d'eau de pluie dans le réseau EU. Si on continue un peu la vidéo, il y a un autre exemple, vous pouvez voir, on voit même chez les particuliers. Donc là ils sont chez un particulier qui a aussi une sorte de, je pense, une grille, et des fois on voit même sortir par la gouttière. Voilà, bon, mais là c'est pas le cas en l'occurrence. Alors je saute les deux autres questions suivantes. Enfin, en tout cas, je peux répondre très vite, mais une seule personne qui gère la base de données, ben, ça dépend de la taille de la ville. Et, enfin, généralement, ce que je vois dans les très très grosses villes, il y a même un service SIG données à part qui gère tout, hein, l'urbanisme, la voirie, l'assainissement, et puis ensuite, c'est eux qui envoient les données spécifiques dont ont besoin les différents services. Mais bon, ça dépend de la taille de la ville. Page 30. Est-ce qu'une dérive de mesure de hauteur par temps sec signifie nécessairement un encrassement? Alors effectivement non, mais il faut bien reprendre le contexte de la page 30. La page 30 parle vraiment de la mesure. C'est-à-dire que on ne détecte pas l'encrassement uniquement que par une dérive. Mais à l'inverse, une dérive peut signifier ça. C'est-à-dire que d'une part, ce qu'il faut déjà bien faire attention, c'est que les mesures de hauteur déjà peuvent dériver toutes seules, indépendamment, enfin ça répond pas forcément à un phénomène physique dans le réseau. Et ça c'est une correction qu'on avait l'habitude de traiter dans le thème de traitement du signal, donc dans la validation a posteriori de la mesure. Mais maintenant, mettons que la mesure soit validée, si on observe une dérive, effectivement, ça peut être l'encrassement, c'est pas une démonstration, c'est-à-dire que généralement l'encrassement, il est constaté de visu, c'est-à-dire qu'il y a toujours soit un endroit c'est bouché, on a une plainte, soit il y a des gens qui cheminent pour autre chose et puis ils s'aperçoivent de ça. Et au fur et à mesure, les exploitants de réseau connaissent quand même bien les endroits où ça peut s'encrasser. Ensuite, les endroits où ça peut s'encrasser, on peut en avoir une idée, c'est-à-dire ça va être souvent les points bas, les endroits où il y a une faible pente, les endroits où on sait que le réseau n'est pas en bon état. Donc voilà, c'est un peu un faisceau de preuves. Et donc si j'ai une mesure de hauteur dans des coins comme ça et que je vois que ça dérive, ben là je peux effectivement me dire que c'est un encrassement. Mais je suis d'accord avec, j'imagine, l'esprit qui est dans la question. Une simple dérive de hauteur, c'est pas forcément de l'encrassement, ça peut être d'autres choses. Alors comme exemple dans la question était donné la montée de la nappe.
pourquoi pas. Après, c'est pas forcément le même timing quand même, hein. C'est-à-dire que la nappe, ça va être quand même à des moments précis. C'est-à-dire que ça va descendre au printemps, monter en automne, et ça va durer plusieurs mois, cette montée. Alors qu'un encrassement, ça peut être beaucoup plus rapide, hein. Donc voilà. Euh, Une autre question sur les chômages. Comment peut-on être mis au courant de l'intervention d'un chantier qui va mettre en chômage le réseau? Alors bon, je suis pas exploitant et honnêtement, je pense pas forcément bien répondre à cette question. Mais une chose que j'ai comprise et effectivement, je le partage avec vous, très longtemps, on a pensé que les chômages, c'est-à-dire les arrêts d'une partie du réseau du fait de travaux, on a pensé que c'était quelque chose d'exceptionnel et que donc on n'avait pas forcément besoin de le gérer. C'est-à-dire que l'exploitation du réseau en elle-même, c'était quelque chose qui était quand même bien formalisé, mais on se disait, bon, bah, les chômages, situation exceptionnelle, et on les gérera un peu comme on peut au fil de l'eau. Or, on se rend compte que, surtout pour une grosse collectivité, en fait, il y a toujours des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, la situation où tout fonctionne normalement, c'est elle qui est exceptionnelle. Et on s'est rendu compte que du coup, la situation de chômage, elle aussi, il fallait la formaliser. Et c'est ce que dit le guide du diagnostic permanent. Dire même l'agence de l'eau, avant on avait tendance à dire, bon, j'ai les objectifs pour protéger le milieu naturel, mais bon, quand j'ai des travaux, je ne peux pas les respecter, et c'est normal. Sauf que quand on se rend compte qu'on a toujours un ou deux gros chantiers par an sur le réseau d'assainissement, finalement, on a toujours une de grosses périodes où finalement on déverse beaucoup. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc aujourd'hui, la gestion des chômages, elle fait partie d'une procédure formalisée au même titre que le fonctionnement normal. Et donc c'est très centralisé, il y a des déclarations au sein des services pour vraiment pouvoir croiser ces informations-là. Après, comment ça se pratique? Je vous avoue que je ne peux pas vous répondre. À mon avis, chacun un peu à son système, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Le chômage n'est pas une situation exceptionnelle, elle doit être gérée comme la situation normale. Alors, question suivante. Comment effectue-t-on un curage? Alors c'est une bonne question, effectivement on ne met pas de produit dans le réseau d'assainissement, il n'y a pas de desktop, mais c'est quand même une très bonne question. Donc pour ça on utilise des cureuses. Donc là je me réfère à une vidéo publicitaire, mais enfin bon c'est pas très grave, au moins elle illustre bien les choses. Donc là vous avez des camions de curage, globalement c'est un camion avec un réservoir et un gros compresseur qui permettent de mettre la pression. Et donc en gros on ouvre le réseau, on y met une buse que vous voyez ici. Et alors cette buse, elle peut progresser elle peut envoyer la pression de l'eau sous pression de deux manières, soit par devant, soit par derrière. Euh, et donc là, on va la voir, vous allez voir, on va la voir dans le réseau. Voilà, alors je vais d'abord vous le mettre en vidéo, puis on va revenir en arrière, parce que ça va un petit peu vite malheureusement. Regardez. Et pluviale, le nettoyage de caniveaux et vidange de puits perdus. Voilà, ça allait un petit peu vite. Je vais revenir en arrière. Hop, hop, hop. Niveau et vidange. Voilà. Donc là, on voit la buse, la tête de la buse. Et vous voyez, là, l'eau sort par derrière. Et donc, en gros, c'est de l'eau sous pression qui est en train de nettoyer la partie derrière. Et en même temps, c'est cette pression qui permet à la buse d'avancer. C'est une des options. En tout cas, ce qui est très important, c'est que, comme le spécie le guide, il y a deux types de curage. Le curage préventif et le curage curatif. Le curage curatif, c'est le curage que l'on fait quand il y a déjà un problème sur les assainissement, c'est-à-dire que le réseau est bouché, les gens commencent à être inondés, et donc là, tout ce qui nous intéresse, c'est déboucher le réseau. Et donc, on a un bouchon quelque part, on envoie la pression pour le casser. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, ce bouchon-là, les bouts de curage, on fait que les reporter à l'aval. C'est-à-dire qu'on casse le bouchon en envoyant la pression, et c'est reporté à l'aval, donc il y a des risques d'avoir un problème un peu plus tard à l'aval. Alors que le curage préventif, lui, effectivement, issu de la réflexion qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire on cible les zones où qui risquent d'être vulnérables parce qu'à faible pente, parce qu'à port de matériaux, enfin voilà. Et là, pour le coup, on a un système comme ça où on envoie la pression par l'arrière, il y a un autre camion derrière qui aspire, et donc là on retire les bouts de curage. Et donc, si jamais vous êtes gestionnaire et que vous avez un prestataire parce que vous n'avez pas vos propres camions, il vaut mieux faire du curage préventif et surtout
vous devez demander à vos prestataires les bons de dépôt à la décharge, parce que les bouts de curage, c'est un déchet, voire un déchet ultime, et donc ça va être déposé en décharge, parce qu'il faut être sûr que, en ayant retiré les bouts, ils ne soient pas allés vous les déposer ailleurs dans le réseau, puisque ce dépôt en décharge, il est payant. Alors, question suivante sur la prise de temps sec. Donc là, on revient à la problématique réseau séparatif. Quand on se rend compte que dans un réseau EP, il y a beaucoup d'eau usée, c'est-à-dire qu'il serait censé ne pas en avoir du tout, mais il y en a beaucoup. On l'a vu, le travail pour dénicher et mettre en conformité est très compliqué. D'ailleurs là, je vais faire référence à d'autres questions. Il y a beaucoup de questions sur les branchements privés. On va les voir tout à l'heure. Et en fait, c'est très difficile d'intervenir chez les privés. Donc, par rapport à ça, des fois, si on pense qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème rapidement ou si on pense qu'on n'arrive pas à le résoudre tout court, on peut faire une prise de temps sec. C'est une manière de retransformer le réseau séparatif en réseau unitaire. C'est-à-dire que dans votre réseau EP, vous allez créer un tout petit orifice qui va vers le réseau d'eau usée. Et donc pour les tout petits débits, du coup par temps sec, l'eau va vers le réseau usé. Et en fait, cet orifice est tellement petit qu'il est limitant et que par temps de pluie, tout le reste va rester dans le réseau pluvial. Voilà ce qu'on appelle une prise de temps sec. Globalement, c'est quand même beaucoup de bricolage. C'est pas facile à gérer. Et aujourd'hui d'ailleurs, en gros, c'est une solution qui est adoptée à l'époque quand on voyait les problèmes de connexion. Et c'était fait souvent par l'exploitant sans en parler vraiment au service études. Et du coup, on ne sait plus vraiment combien on a, où elles sont. Et ça complique pas mal la gestion au final. Mais voilà, au moins ça vous définit ce qu'est une prise de temps sec. Alors, question suivante sur comment s'infiltrent les différentes eaux claires parasites. Alors, une des premières sources généralement, c'est que par définition, un réseau d'assainissement, c'est souterrain. Il arrive souvent que ce soit plus bas que le toit de la nappe, tout du moins quand la nappe est haute. Et donc si le réseau n'est pas absolument étanche, la nappe rentre dans le réseau. Alors pourquoi le réseau n'est pas étanche ? Déjà de base il n'est pas forcément à 100%, mais en vieillissant des fissures apparaissent, donc généralement ça on parle des fissures, ou des fois avec les mouvements de terrain, les différentes canalisations se désemboîtent, et c'est au niveau des jointures du coup qu'il peut y avoir de l'infiltration. Les eaux météoriques, ça c'est lié à la pluie. Donc par définition, c'est pas permanent justement. Les eaux météoriques, finalement, on en parle plus dans le cas, encore une fois, d'un réseau séparatif. C'est-à-dire que si par exemple une grille à valoir est connectée à un réseau EU, dans le cadre d'un réseau séparatif, ça veut dire que de l'eau de pluie peut rentrer dans le réseau EU, et ça on va appeler ça de l'eau claire météorique. Et enfin par captage, c'est qu'il arrive souvent non, mais on observe des fois des liens entre eau potable et assainissement. Si je prends l'exemple de la ville de Paris par exemple, les plus petits collecteurs de la ville de Paris sont des OVIT 230, donc ils font 2,30 m de haut. Et donc c'est des tellement grosses galeries qu'elles servent de galerie technique à d'autres opérateurs. C'est par le réseau d'assainissement de Paris que passent tous les câbles, Numéricable, Bouygues, enfin bref, tout le monde utilise ce réseau-là. Mais aussi la ville de Paris elle-même pour ses réseaux d'eau potable. Il y a l'ancien réseau d'eau potable, qui sert aujourd'hui un peu de nettoyage, et puis le nouveau, donc on a 2 fils 500 de chaque côté. Et ça veut dire que si jamais ces tuyaux-là ont un problème, imaginons, je sais pas moi, un endroit il pète et il y a une fuite, et ça va faire directement un apport d'eau potable, donc d'eau claire, dans le réseau. Et comme des fois on peut mettre vraiment beaucoup de temps avant de se rendre compte d'une fuite d'eau potable, ça peut durer longtemps. Et là pour le coup ce sera donc une fuite permanente, en tout cas le temps de la fuite quoi. Ce sera quelque chose qui est en permanent, qui ne dépend pas de la pluie et qui peut être lié au captage. Voilà, et j'en profite pour répondre à la foulée à la dernière question. La thèse de Madame Benedictis, qu'est-ce que la méthode des isotopes stables de l'eau ? J'en sais rien, il faut lire la thèse. Merci. Alors, question suivante, question d'ailleurs qui est revenue plusieurs fois sous différentes formulations, à propos de ce fameux seuil des 10 000 équivalents habitants, à propos du diagnostic permanent. Donc là, par exemple, la question, cette contrainte de 10 000 équivalents habitants, est-ce que ça concerne beaucoup d'agglomérations ? Alors, première chose, donc on va revoir effectivement le guide. Donc le guide dit, voilà, si une agglomération est inférieure à 10 000 équivalents habitants, elle ne doit qu'un diagnostic périodique, qui est en gros le schéma directeur,
et c'est qu'au-delà de 10 000 équivalents habitants que s'applique aussi le diagnostic permanent. Maintenant, ça c'est une question d'obligation. Bien sûr, une ville ne s'interdit pas, si elle est petite et si elle veut le faire, de faire du diagnostic permanent. En fait, c'est qu'on a bien conscience que c'est une question de moyens, et donc on ne va pas avoir un côté contraignant pour ces plus petites communes. Cela dit, comme on voit la note en bas de page du guide, il y a quand même un projet de modification de l'arrêté du 21 juillet 2015 qui pourrait abaisser ce seuil à 2000 équivalents habitants. Donc au moment où on a fini la rédaction de ce guide, c'était toujours pas voté, ça n'est toujours pas non plus là, mais enfin ça avait l'air quand même bien sûr. Bon, voilà. Maintenant on va profiter quand même pour redéfinir certaines notions, puisque là on parle d'agglomération, alors que des fois on parle de système. Donc agglomération, c'est vraiment la taille de l'ensemble de la commune, ou en tout cas de la collectivité. Or, une collectivité peut être composée de plusieurs systèmes. Vous voyez, si je prends ici par exemple la métropole Rouen-Normandie, donc là vous retrouvez Rouen ici, et puis il y a toutes les autres communes qui sont rattachées à cette collectivité. On définit un système d'assainissement. Un système, c'est une surface sur laquelle c'est le même justement système qui collecte, transporte et traite. Donc voilà, ici on voit que la métropole Rouen-Normandie doit avoir une vingtaine de stations de traitement des eaux usées, ce qui fait qu'on a une vingtaine de systèmes, des très gros, comme on voit là le rouge, qui doit être on va dire le système historique de Rouen, et puis des tout petits. Mais ce qu'on regarde, c'est la taille de l'agglomération au total. Si l'agglomération au total fait plus de 10 000, alors chacun de ces systèmes, donc s'il n'y en a qu'un seul, a fortiori, mais s'il y en a plusieurs, et même des petits, qui seraient peut-être même à 1000 équivalents habitants, sont soumis au diagnostic permanent. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'attention, par 10 000 équivalents habitants, on n'entend pas forcément le nombre de personnes. Effectivement, une ville où il y a beaucoup de monde, enfin s'il y a plus de 10 000 équivalents habitants, alors forcément on aura un système qui fait plus de 10 000 équivalents habitants. Mais je peux vous donner l'exemple d'un tout petit village qui avait 2000 habitants, mais qui faisait en capacité plus de 10 000 équivalents habitants, parce qu'il y avait un abattoir, et que du coup, en termes de traitement, eh bien, ils étaient largement au-dessus de 10 000 équivalents habitants. Alors, je continue à répondre aux questions. Comment déterminer la période de temps sec? Sur quels critères se base-t-on? Alors, une journée de temps sec, c'est une journée où il ne pleut pas, et où la veille, il n'a pas trop plu. Alors, généralement, on va dire que le jour même, il faut qu'il ait plu moins de 0,2 mm, et que la veille, il ait plu moins de 2 mm. Donc comment le maître d'ouvrage doit fixer les objectifs concernant les indicateurs de performance? Donc ça, je renvoie à la boucle de rétroaction. J'avais donné quelques exemples tirés du quotidien avec le suivi scolaire des enfants ou bien la santé. Et on a vu une application là pour la ville littorale. Je crois que c'était page 13. Voilà. Donc je renvoie à la lecture de cette partie-là du guide pour répondre à ça. Ensuite, la question suivante. C'est une vaste question. Dans le cas d'une maison individuelle ou d'une copropriété, y a-t-il une réglementation imposant au propriétaire de rénover le réseau présent sur son terrain si celui est en mauvais état? Alors, soyons clairs. Si on parle d'un réseau public qui traverse une parcelle privée, ça peut arriver. Généralement, c'est rare. On essaie que le réseau public passe par la voirie qui est publique elle aussi, mais bon, ça peut arriver. Dans ce cas, non. Les propriétaires n'ont aucune obligation, charge à la collectivité d'entretenir autant que faire se peut ce réseau s'il est public. C'est quand même très difficile et c'est pour ça que généralement on évite. Par contre, si vous parlez du réseau privé, alors là c'est vrai que c'est très délicat parce que on peut mener une politique de réduction des eaux claires parasites par exemple en renouvelant son réseau pour qu'il soit étanche, mais si le réseau privé, lui, n'est pas étanche, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, redéfinissons bien la notion de privé-public dans le réseau. Et pour ça, vous avez vu, je vous propose de regarder tout simplement un règlement de service assainissement. Là, pour le coup, je vais prendre celui du département du 93, que je sais qu'il est bien fait. Mais normalement, chaque collectivité a le sien. Et vous avez un schéma ici qui résume la partie privée, la partie publique. Donc,
Ici, vous avez la voirie publique. Les deux collecteurs qu'on voit là, c'est un réseau public, un réseau séparatif. Et là, vous avez la même chose en unitaire. Eh bien, une maison, que le réseau public soit séparatif ou unitaire, est tenue d'avoir deux branchements, un branchement EU, un branchement EP. Autrement dit, une parcelle privée est toujours séparative, quelle que soit la nature du réseau public. Et généralement, la boîte de branchement qu'on voit ici, c'est ça qui va séparer la domanialité. Donc tout ce qui est avant cette boîte, c'est privé. Donc on va dire presque maîtrise d'ouvrage privée, entre guillemets. Hein. Et tout ce qui est à part cette boîte-là, ça devient public. Là, pareil, donc ça, c'est le réseau public. Ça, c'est le réseau privé. Et donc, on voit bien l'idée. C'est que, imaginons que j'ai des problèmes de CPP ici. Je peux étanchéifier là, je peux étanchéifier là, mais si ça, c'est pas étanche, eh ben, j'aurai toujours mes deux CPP. On remarquera quand même que généralement le réseau privé est quand même moins profond que le réseau public puisqu'il s'écoule gravitairement, donc en théorie j'ai moins de problèmes d'infiltration de nappe par exemple, mais malgré tout ça peut être un problème. Et la question est pertinente, c'est-à-dire est-ce que moi autorité je peux forcer les gens à faire des travaux? C'est pas simple. Hein. D'ailleurs je rebouclerai avec la toute première question de ce cours. Imaginons que j'injecte de la fumée dans ce réseau EU là et que ça ressorte par la gouttière ici. Ben, ça veut dire que j'ai un problème de séparativité, ça peut être au niveau même de la maison, c'est-à-dire que cette gouttière, ça se trouve directement là, elle est sur le réseau EU privé. Et ça me pose des problèmes parce que ça envoie de l'eau de pluie dans le réseau public EU. Donc même si le problème est en domaine privé, ses conséquences peuvent être en domaine public. Alors qu'est-ce que je fais? Et ça devient très très compliqué pour une double raison. Un, c'est quand même très dur d'obliger les gens à faire des choses chez eux, c'est-à-dire que les outils régaliens, ils ne sont pas toujours au point. Et même quand ils le sont, c'est délicat. Parce que, imaginons que la maison appartienne à une petite mamie, venir chez la mamie dire « Ouais, c'est pas bon vos travaux, vous devez engager 10 000 euros de travaux ». Imaginez quelqu'un qui a pas forcément les moyens, qui est fatigué, qui va se lancer dans des travaux comme ça, c'est pas facile. Donc c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait une doctrine claire pour répondre à ces questions, hein, la gestion des branchements privés. Je sais que par exemple l'agence de l'eau Seine-Normandie, dans son 10e programme, donc pas celui-là mais celui d'avant, avait essayé d'encourager en donnant des subventions même aux privés s'ils faisaient leurs travaux. Et comme ils savaient que les privés ne pouvaient pas faire les travaux bien, ils encourageaient les collectivités à se porter maître d'œuvre de ces travaux. Donc en gros l'agence de l'eau finançait, c'est la collectivité qui gérait. Mais ça posait des problèmes de responsabilité. C'est-à-dire que si la collectivité est maître d'œuvre, certes elle gère les travaux, mais en cas de problème, c'est aussi elle qui est responsable. Et ça, les collectivités n'osaient pas. Imaginez que vous êtes dans une très belle maison, vous commencez à faire des tranchées, et vous abîmez un très bel arbre, vous abîmez un mur, une voiture, et là commencent des procès, des complications, et au final, ce volet-là de ce programme d'agence de l'eau, je crois qu'il y a eu très peu de succès à cause de ça. Je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a des collectivités, notamment en 93 ou les départements, qui quand ils font des travaux de renouvellement du réseau public, ils ont tendance à proposer de tout refaire à ce moment-là. Mais oui, effectivement, c'est un problème. Donc voilà, je sais que j'ai pas répondu précisément à la question, mais au moins vous avez bien la problématique en tête. Alors, question suivante. Comment une surcharge hydraulique de la station peut engendrer une dégradation du traitement des eaux? Et c'est vrai que ça paraît bizarre, pourquoi envoyer plus d'eau, ça se trouve même de l'eau propre à la station, dégrade le traitement? Ça, je crois que vous avez eu un cours de traitement. C'est qu'en fait, ce traitement, effectivement, il est calé d'abord pour un certain débit. Donc si j'envoie trop, je risque de surverser devant le déversoir qui protège la station et d'envoyer donc de l'eau non traitée au milieu naturel. Mais à part ça, les traitements, souvent c'est des traitements biologiques. Et en gros, les bactéries ont une certaine inertie. Donc elles sont habituées à une certaine quantité de nourriture, donc à une certaine concentration de pollution. Et si ça change de manière trop abrupte, ça peut effectivement dégrader le traitement. Alors je continue toujours de répondre aux questions. Donc cette question-là, je vais faire un renvoi dans le guide. Les résultats économiques. Alors figurez-vous que quand on a rédigé le guide diagnostic permanent, on a voulu répondre à cette question-là. Donc il y a un chapitre spécifique sur combien ça coûte la mise en œuvre et combien ça rapporte. Mais néanmoins, c'est quand même assez difficile de répondre.
Et donc dans l'idée, combien ça coûte? Ça coûte, on va dire, 6 mois de travail. Voilà, donc 6 mois d'un ingénieur environ pour bien mettre ça en œuvre, sachant que ce coût-là ne sert pas que au diagnostic permanent lui-même, mais sert finalement à pas mal de, ben, à pas mal de choses dans la gestion du service. Et les bénéfices, on a eu du mal à les chiffrer, parce que ça dépend beaucoup des configurations, ça dépend beaucoup de la taille, des problématiques. Donc ce qu'on a voulu faire, donc déjà je vous renvoie à une publication du Conseil général des Hauts-de-Seine au colloque hydrométrie de 2017, si je ne dis pas de bêtises, où eux ils ont chiffré ce que leur avait rapporté leur diagnostic permanent. Et sinon, il faut savoir que ce guide va être complété de retours d'expérience qui porteront notamment sur cet aspect-là. Donc voilà, je vous donne rendez-vous d'ici un an environ où on aura des premiers retours d'expérience qui seront publiés en complément du guide. Donc les 10 000 équivalents habitants, on en a un petit peu reparlé. Effectivement, en gros, quand une collectivité est petite, faire un schéma directeur tous les 10 ans devrait suffire. Il n'y a pas besoin de forcément faire de cette gestion qui est une sorte de pilotage qualité, hein, qui est plus continue. Est-ce que la ST mène une campagne de communication? ben, Alors, est-ce qu'il y a une campagne de communication déjà sur le diagnostic permanent en général? Oui, mais enfin bon, hein, on n'est pas Coca-Cola, généralement dans le métier. Enfin, je veux dire, on a déjà, et on va le voir tout à l'heure avec les lingettes, puisque quelqu'un m'a posé une question sur les lingettes, mais on a déjà pas mal de grosses problématiques sur le prix de l'eau, sur la nécessité de la respecter, on n'arrive pas trop à communiquer dessus. Alors le diagnostic permanent et atteindre les petites communes, bon, c'est quand même pas forcément simple. En tout cas, c'est un des rôles de l'AST. Ah, je viens de voir que dans la première slide question, j'ai oublié une question, qui est la question des lingettes. Les lingettes sont-elles un si gros problème que ça? C'est vrai qu'on se dit, bon, ça a l'air d'être vraiment un épiphénomène. En fait, pas du tout. C'est vrai que, bon, moi, de par mon métier, j'ai vraiment l'occasion de voir pas mal de collectivités en France, elles ont toutes ce même problème-là. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on utilise de plus en plus de lingettes, alors des lingettes de toutes sortes, hein, et donc, les lingettes pour nettoyer son bébé au moment où on change la couche, des lingettes désinfectantes, pour nettoyer le sol ou même pour nettoyer d'autres choses dans la maison, hein, le lavabo, désinfecter sa télécommande, son téléphone. On a aussi des lingettes qui font office un peu de papier toilette, c'est-à-dire que la lingette, au lieu d'essuyer, elle nettoie en même temps. Notamment, on utilise ça pour les seniors, par exemple. Donc voilà, on a pas mal de lingettes. Et alors, ce qui se passe déjà, c'est qu'il y a une première confusion entre biodégradable et pouvoir jeter au réseau. Parce que quelque chose peut être biodégradable, c'est-à-dire je pense que vous comprenez bien l'idée, mais pour autant, c'est vrai que biodégradable, si ça se dégrade en une semaine, autant pour la nature c'est pas mal, autant pour le réseau c'est pas bon du tout, parce que ça a largement le temps de se colmater. Enfin, à l'inverse, sur le papier toilette, je la connais pas, mais il y a une norme très stricte, et le papier toilette, en gros, il faut qu'il puisse se dissoudre dans l'eau très rapidement. Alors, je vous ai sélectionné quelques problèmes de lingettes. Vous voyez, donc les amas que ça peut faire dans le réseau. Donc là, vous avez un dégrilleur, c'est la grille qui est devant une pompe pour éviter de boucher la pompe. Mais là, regardez, si on regarde les images, du coup, vous avez par exemple un exemple de pompe qui est complètement colmatée par des lingettes. Donc voilà, il faut quand même se dire que une pompe comme ça doit coûter pas loin de 20 000 euros. Et que la quantité de lingettes que je vous ai montré tout à l'heure, vous l'avez en moyenne dans une journée. Donc voilà, si en gros vous flinguez une pompe par jour, ça commence à faire très très cher. Et alors bon, bien sûr, elles vont pas forcément flinguer votre pompe, les lingettes, mais même s'il faut à chaque fois intervenir pour les sortir, vous imaginez quand même, c'est un camion avec une grue qui soulève la pompe, éteindre, décolmater. Enfin déjà, c'est un travail vraiment, c'est vraiment un travail difficile pour les agents qui exploitent. Et puis voilà, donc du coup, si ça mobilise beaucoup, une équipe de 3-4 personnes, ça coûte quoi. Alors, vous voyez, là, les communes essaient toutes de lutter de chacune de leur manière sur ce problème. Là, ce que j'ai sélectionné ici, c'était la campagne de Orléans Métropole, qui a essayé de faire ça comme une sorte de petite affiche de théâtre. C'est un jet qui a fait le coup. Vous voyez, regardez, là, vous avez un dégrilleur qui est colmaté par des lingettes. Vous voyez que chacun, enfin voilà, vous avez plein de campagnes là.
Parce que, enfin, des campagnes, je reprends, en fait, toutes les collectivités lancent leur campagne de sensibilisation pour arrêter de jeter dans les lingettes, parce qu'effectivement, c'est un vrai fléau. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de citoyenneté, enfin, là, même en temps de confinement, pour un geste tout simple, c'est-à-dire que si les gens arrêtaient de se jeter leur lingettes dans les toilettes, qu'ils avaient plutôt jeté ça à la poubelle, ben, il y a quand même des agents qui sont sur le terrain, même en période de confinement, qui pourraient s'occuper d'autre chose qu'aller enlever des amas de lingettes dans des dégrilleurs ou des pompes, quoi. Et c'est vrai que ça doit être un peu rageant pour eux de faire ça tous les jours, alors que par un petit geste, on pourrait se l'éviter. Donc diffusez auprès de vos familles, c'est vraiment un geste à arrêter. Ça paraît fou, parce que je comprends la question, hein. Moi aussi, je dis, mais jamais j'aurais l'idée de jeter ça dans des égouts. Mais le fait est qu'on en retrouve plein. Et à part ça, de manière même plus égoïste, si vous jetez vos lingettes aux toilettes, vous risquez même de boucher votre réseau privé, hein. Je fais référence à la notion de branchement privé qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il faudra faire venir une cureuse, comme on a vu tout à l'heure, pour déboucher, ça va vous coûter cher, hein. C'est-à-dire, une cureuse, elle se déplace pour un privé, comme on a vu tout à l'heure, c'est minimum 500 euros, hein. Alors on continue, je crois que c'est la dernière série de questions ici. Quels sont les délais entre l'élaboration des scénarios et leur validation? Donc ça, je pense que ça fait référence à la boucle de rétroaction. Et donc c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on voit qu'on constate un problème, on met en place des indicateurs, on élabore du coup des scénarios d'amélioration, et ensuite on les met en œuvre, et on regarde les indicateurs pour voir si ça s'améliorer. Et en fait, cette boucle-là, eh bien, son temps dépend beaucoup de la thématique. Une pompe qui tombe une pompe qui tombe en panne, cette boucle-là dure une journée. J'ai les indicateurs, la pompe n'envoie plus de signal. Je vais voir sur place, élaboration de mon scénario, je sais pas, moi c'est peut-être un problème électrique ou justement les lingettes qui bougent, j'agis tout de suite et je regarde si la pompe tourne et si les signaux sont clairs. Et ça va durer même pas une journée. Alors qu'à l'inverse, si on reprend l'exemple qui était donné tout à l'heure avec la ville balnéaire, d'abord je vais sûrement faire plusieurs boucles. Et si je mise effectivement sur la déconnexion à la parcelle pour réduire l'apport et donc les déversements en mer, là mon cycle il dure à peu près 5 ans je pense, hein. C'est-à-dire qu'en gros je vais faire 3-4 cycles et ça va être un travail sur 15-20 ans. Donc ça dépend de la problématique. Que pouvez-vous faire lors de la découverte d'un rejet anormalement pollué? Comment faire pour remonter à la source? Exemple, comment savoir si un particulier rejette des déchets interdits dans le réseau? Encore une fois, c'est une bonne question. Alors déjà, première chose, généralement, c'est pas les particuliers qui vont effectuer un rejet particulièrement pollué, mais plutôt des industriels. Alors, si on revient au règlement du 93, alors vous verrez en termes de vocabulaire, on ne parle plus d'industriel, mais on parle, ah bah si, regardez, les eaux usées industrielles. Bon bah voilà. Mais maintenant, on utilise souvent l'euphémisme non domestique. Donc il y a l'eau domestique, ça c'est nous, et non domestique, ben, c'est les industriels. Alors, comme vous le voyez ici, déjà, à la base, l'autorité est censée prendre les eaux usées des riverains, mais pas des industriels. Donc déjà par défaut, ils ne sont pas censés les prendre. Et s'ils les prennent, en théorie, ça doit faire l'objet d'une convention. Et donc ça permet d'anticiper justement si des eaux vont être polluées. Et auquel cas, normalement, la collectivité, si elle accepte de prendre ces eaux, elle va adapter son traitement. Donc je sais pas, moi, Michelin s'installe dans ma ville. S'ils veulent se rejeter dans mon réseau, ça va faire l'objet d'une convention. Dans la convention, on va déjà dire, bon écoutez, essayez de réduire votre pollution, ayez vos propres pré-traitements, essayez d'éviter tel produit. Et si on est d'accord là-dessus, malgré tout, ça va rester un rejet très polluant, et je vais essayer d'adapter ma station. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'un petit village près de Vannes qui faisait que 2000 habitants, mais qui avait une station de traitement de 10 000 à cause de l'abattoir. L'abattoir, ça va être un effluent très particulier, très organique, et la station, elle est complètement orientée pour pouvoir traiter les eaux de l'abattoir. Ce qui pose un autre problème le jour où, comme maintenant, l'abattoir n'est plus en fonction. Parce qu'à l'inverse, quand on est habitué à traiter une certaine pollution et que tout d'un coup on l'a plus, et qu'on a des infrastructures qui sont bâties pour la traiter, ça pose aussi problème, hein. Voilà.
Donc ça, j'ai envie de dire, j'ai répondu à la question pour l'aspect un peu au quotidien. Maintenant, comment gérer un accident, comment détecter et gérer un accident, ça c'est beaucoup plus... Enfin voilà, si le rejet il est ponctuel, c'est vraiment difficile, hein. Après, c'est un peu c'est le rôle de la police de l'eau. C'est-à-dire que si jamais on signale dans le milieu naturel récepteur, généralement, hein, une couleur bizarre, un rejet bizarre, une odeur bizarre, la police de l'eau peut se déplacer et va faire son enquête. Elle peut même être aidée de la police tout court, hein, pour ça, et aussi de remonter à la source. Euh, mais bon, c'est quand même très compliqué. Alors, bon, la troisième question, je vais pas y répondre. Ça me semble un peu... Enfin, c'est pas trop clair. Bah, dernière question. Hormis l'étude des pentes et des vitesses et de l'historique, bien évidemment, existe une méthode plus rapide afin de cibler les zones à risque d'encrassement. Bah, déjà, pente et vitesse, c'est déjà très précis là, hein. En plus, c'est des choses qu'on peut faire avec un SIG. Donc, donc voilà, non, là j'ai envie de dire que c'est quand même la méthode la plus généralement utilisée. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'en R&D, pour les réseaux visitables, on essaye de faire des robots qui se baladent tout seuls pour détecter le dépôt. Mais en tout cas, voilà, dans les méthodes, on va dire classiques, c'est la méthode qui revient le plus souvent. Et ben voilà, je crois que j'ai fini, j'ai fait après le tour des questions. Donc si je synthétise, revoyez bien les PowerPoint des deux premiers cours, la partie hydraulique et hydrologique. D'ailleurs, pour être tout à fait clair, l'examen que vous aurez d'ailleurs dès demain ne portera pas sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment plus de la culture générale sur l'assainissement pour que vous compreniez. L'examen portera plutôt sur les deux premières séances et ce qu'on a vu en TD. Euh, Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous bon courage, bon cours, et puis de toute façon, je serai à disposition pour la séance pour répondre à vos autres questions.